Il est 8h. Votre matinale info avec Pierre de Villeneuve. Et le journal de 8h, c'est avec David Doucan. Bonjour David. Bonjour Pierre, bonjour à tous. 3 titres à la une. Quelle image après 7 jours de mer, 2 trimarans bord à bord avec la Guadeloupe en ligne de mire. Suspense jusqu'au dernier moment et à la fin, c'est Francis Joyon, le vétéran, qui remporte la route du Rhum. Vos enfants trouveront-ils porte close aujourd'hui dans leur collège ou leur lycée? Les professeurs sont en grève, ils protestent contre la suppression de 2600 postes. Ce sont des murs rouges, incandescents, qui avancent à la vitesse du vent. Le ciel est entièrement avalé par une épaisse fumée noire. Les incendies meurtriers en Californie. Au moins 30 morts sont à déplorer. Europe 1. 7 minutes et 8 secondes. Ce n'est rien lorsque l'on vient de traverser l'Atlantique à la voile. Et pourtant, cela fait toute la différence. 7 minutes et 8 secondes d'avance pour Francis Joyon devant François Gabard. Francis Joyon remporte la route du Rhum. Les deux rivaux nous ont offert un spectacle extraordinaire avec leurs 2 trimarans à touche-touche dans la dernière ligne droite. Écoutez, le vainqueur, il était votre invité, Pierre, il y a quelques instants, juste après avoir touché terre. Il avait un peu de mal à se remettre de ses émotions. Pratiquement jusqu'au moment de passer la ligne, j'avais l'impression qu'il allait me repasser parce qu'il allait 2-3 nœuds plus vite que moi en fait. C'est vrai que ça a été un moment de grande inquiétude parce que je voyais François revenir comme un avion. J'étais content de réussir à arriver avant lui. C'est vrai que c'était costaud. Entre le départ avec le mauvais temps, non, c'était vraiment une course extraordinaire. Oui. Le vétéran aura fini par avoir raison du jeune loup de mer. François Gabard, 35 ans, a pourtant fait la course en tête pendant plusieurs jours. Corinne Boulou, vous êtes à Pointe-à-Pitre pour Europe 1. C'est, Corinne, l'expérience d'un grand marin, Francis Joyon, 62 ans, qui a fait la différence ? Oh oui, il a disputé sa première route du Rhum en 1990. C'était l'année de la victoire de Florence Artaud. Francis Joyon, c'est un rock breton avec un filet de voile, un marin hors norme à tout point de vue, peu adepte des grosses écuries de course au large. Il préfère sa petite équipe, dont fait partie d'ailleurs son fils Corentin. Après avoir navigué sur de vieux voiliers avec peu de budget, il a trouvé avec IDEC et son patron Patrice Lafargue un mécène qui lui permet d'assouvir sa passion, être en mer. Francis Joyon boucle un palmarès riche de victoires dans la Transat anglaise en solitaire en 2000, de records en tout genre. Il a en sa possession le trophée Jules Verne qui lui a permis en 2017 d'être le plus rapide autour de la planète. Et cette nuit, il s'est offert la route du Rhum, cette course qu'il attendait en coiffant sur le poteau le petit prince François Gabard. Merci Corinne Boulou, vous étiez en direct de Pointe-à-Pitre pour Europe 1. Les professeurs sont en grève, peut-être une journée test pour Jean-Michel Blanquer. Oui, Pierre, cela dépendra de la mobilisation. Plusieurs manifestations sont prévues à Paris et en province. Précisons que c'est la première fois depuis 2011 que l'ensemble des syndicats de l'éducation nationale appellent à la grève. Ils protestent contre le budget 2019 avec la suppression de 2600 postes dans les collèges et lycées publics. Virginie Salmen. Les profs disent stop au toujours plus avec toujours moins. Des injonctions qui pleuvent, selon eux, de la rue de Grenelle. Des classes toujours plus chargées en collège et en lycée où le pic démographique atteint des sommets. Avec 2600 postes de moins budgétés l'an prochain. Ils ont l'impression que la rigueur est de retour. Les enseignants ont le douloureux souvenir des moins 80 000 postes pendant le mandat de Nicolas Sarkozy, plus 60 000 sous François Hollande. Et cette année, ça repart à la baisse alors que le vivier de jeunes profs commençait à se reconstituer selon les syndicats. Pour eux, c'est du gâchis. Le ministre, lui, estime que toujours plus de moyens, ça n'est pas la solution, qui passe davantage par un redéploiement intelligent des ressources. Reste que malgré un pouvoir d'achat en berne sans perspective de revalorisation, les profs pourraient être au moins 25% à sacrifier un jour de salaire pour se mettre en grève aujourd'hui, au moins en primaire selon les remontées des syndicats. Pour les collèges et lycées, ce sera la surprise puisque les professeurs ne sont pas tenus de prévenir à l'avance. Les précisions de la spécialiste éducation d'Europe 1, Virginie Salmen. Et puis Pierre, encore un épisode navrant de violence à l'école. Cette fois, c'est un jeune de 16 ans qui a été mis en examen hier soir pour avoir frappé et étranglé son professeur de mathématiques à Bezons dans le Val d'Oise. La scène s'est déroulée vendredi vers 15h dans un lycée professionnel. L'élève n'avait pas supporté d'avoir été exclu de la classe un peu plus tôt. Le professeur est aujourd'hui en bonne santé. Autre sujet, David, le grand déballage continue chez Force Ouvrière. Oui, ce sont nos confrères du Parisien qui révèlent ce matin des pratiques surprenantes de la part de la direction. Les comptes sont dans le rouge et les notes de frais impressionnantes n'y sont pas pour rien. Près de 390 000 € en 2017 pour seulement
13 cadres du syndicat, billets d'avion, loyer, train, tout y passe, y compris des dépenses courantes non justifiées. Et cette question, y aura-t-il du monde samedi prochain pour la journée de mobilisation des Gilets jaunes? C'est la question que le gouvernement va se poser toute la semaine. La grogne déclenchée par la hausse des taxes sur les carburants va-t-elle se concrétiser par un blocage du pays? C'est ce que souhaitent les citoyens à l'origine du mouvement. Alors, ils continuent de se mobiliser sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vie réelle avec des opérations de tractage, comme par exemple ce week-end dans le Pas-de-Calais. Reportage de l'un de nos correspondants dans les Hauts-de-France, Kevin Tullier. Positionnés à l'entrée d'un rond-point, ils sont une quinzaine, gilets jaunes sur le dos, avec dans les mains des tracts imprimés maison pour informer des automobilistes, pour la plupart déjà convaincus. Pour être présent là le 17 novembre, on compte sur vous. On est tous concernés. Ah ouais, il y en a marre là. Il y en a marre de payer aussi cher. Vous avez pas mis votre gilet jaune? Non, bah non, et en plus il est là, mais voilà. L'action est faite. Mais bon, je suis solidaire. Voilà. Des gilets jaunes qui ne se connaissaient pas il y a encore un mois, mais qui se sont trouvés un objectif commun, faire reculer le gouvernement sur la hausse des taxes sur les carburants. On n'a pas le choix, il faut retourner ce gouvernement. Le carburant, c'est juste une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Encore le pouvoir d'achat qui baisse, tout simplement. Donc à un moment, c'est plus possible. Mais si les automobilistes les soutiennent en klaxonnant lorsqu'ils accrochent une banderole, s'ils sont suivis sur les réseaux sociaux par 2000 personnes, Alexis Gillot, l'organisateur, le sait, ils seront moins nombreux à sortir de chez eux samedi pour exprimer leur colère. Il y en a beaucoup qui critiquent, mais qu'en fait, au final, ils restent dans leur confort. Donc on essaie de mobiliser un maximum de personnes. Après, peut-être que le 17, on se trompe, qu'il y aura énormément de monde, j'espère. On doit tous être unis, de toute façon, là, c'est maintenant ou jamais. Les Gilets jaunes de Lens sont prévus de tracter un maximum jusqu'à samedi, où ils espèrent mobiliser entre 400 et 600 personnes pour bloquer une pompe à essence et un centre commercial. Reportage signé Kevin Tullier. La suite du journal David Doucan et un énorme bilan meurtrier pour les incendies en Californie. Oui, c'est ce que l'on appelle désormais le campfire, a entraîné la mort d'au moins 30 personnes. Le mur de feu est incontrôlable, c'est la panique dans de nombreux secteurs. Les précisions de notre envoyé spécial à Malibu, Benoît Clair. Ce matin, à leur réveil, les Californiens ont pu constater l'ampleur des dégâts. Au nord de Sacramento d'abord, le campfire s'étale maintenant sur plus de 460 km² et n'est toujours pas sous contrôle. Le nombre de victimes s'accroît d'heure en heure et les shérifs font du porte-à-porte pour retrouver les disparus. Dans la région de Malibu, en 48 heures, ce sont plusieurs centaines de maisons qui sont parties en fumée et le paysage est par endroits lunaire. Laurent, un Français qui habite sur place, témoigne pour d'autres expatriés encore sous le choc. Ils ont tout perdu en seulement quelques minutes. C'est la dure d'un cheval au galop, puisqu'ils disent que le feu franchissait en 1 minute 3 terrains de football. Donc là, ils ont reçu un texto de la ville de Malibu, extrême urgence, évacuation immédiate, le feu est incontrôlable. Là, ils ont juste le temps de prendre une voiture, ils sont descendus sur la plage. Le consulat général de France a mis en place une cellule de crise pour leur venir en aide. Les autorités pensent qu'il leur faudra au moins 3 semaines pour venir à bout de ce sinistre. À Malibu, Benoît Clair, Europe 1. En tout, ce sont 250 000 personnes qui ont reçu l'ordre d'évacuer leur domicile. Les autorités craignent le retour des vents de Santa Ana, chauds et secs, qui pourraient encore davantage renforcer la violence des flammes. Un soldat israélien et 6 Palestiniens sont morts hier dans la bande de Gaza, conséquence d'échanges de tirs opposant les forces spéciales de l'État hébreu à des combattants du Hamas. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a précipitamment écourté sa visite à Paris pour les commémorations du 11 novembre. Le rendez-vous prévu ce matin à l'Élysée avec Emmanuel Macron est donc annulé. Europe 1 revient maintenant sur le Louvre à Abu Dhabi. Oui, parce qu'il a été ouvert au public il y a 1 an, jour pour jour. Alors faisons le bilan. 1 million de visiteurs en tout. C'est un succès pour cette succursale du Louvre qui fait office de tête de pont, vous allez voir, pour le musée parisien. Les précisions de Diane Chenouda. Le Louvre à Abu Dhabi, c'est d'abord un moyen pour le Louvre Paris de séduire de nouveaux publics, comme les Indiens, qui sont les premiers à visiter en masse le musée à Abu Dhabi et qui ne viennent pas encore à Paris, confirme Jean-Luc Martinez, le directeur du Louvre. Le public indien n'est pas encore très présent en Europe. Et ce public cultivé qui commence à voyager, il voyage dans le Proche-Orient et notamment dans le Golfe. Donc c'est donc une chance pour le musée du Louvre de rencontrer ce public. Et un moyen, il espère, de le faire venir un jour nombreux au Louvre à Paris. Autre énorme atout, l'argent d'Abu Dhabi. 400 millions d'euros versés sur 30 ans, 260 millions ont déjà servi notamment à financer des travaux d'investissement. Ça a été par exemple donc, en 2016 les travaux de rénovation des infrastructures d'accueil sous la pyramide. Nous avons
pu faire ces travaux, nouvelle billetterie, nouvelle bagagerie, nouvel accueil des groupes, grâce à l'argent d'Abu Dhabi. C'est aussi, pardon de le dire comme ça, ce n'est pas le contribuable français qui a financé tous ces travaux, un projet autour de 60 millions d'euros. Et plus de 30 millions d'euros permettent aussi de financer le centre de conservation des réserves en cours de construction à Liévin. Diane Chenouda du service culture d'Europe 1. Le calvaire de l'AS Monaco continue. Le club de Thierry Henry a subi hier une cinglante défaite, 4-0 contre le Paris Saint-Germain. Le nouvel entraîneur affirme désormais que son seul objectif est le maintien en Ligue 1. Les Monégasques sont avant-derniers au classement. On sent que ça vous affecte. Bah oui, ça fait toujours de la peine, un club qui rame. Ah, mais très bien. Voilà. Et pour Thierry Mais vous Henry. n'avez pas de cœur. Non, moi j'en ai pas. Non. Bon, De toute façon, là, ça, les gens le savent. Merci, c'était le journal de David Doucan.